Bienvenue dans cette leçon du cours Économie du sol et de l'immobilier consacrée aux modèles spatiaux économiques qui ont évolué en parallèle avec les modèles de ville. Nous verrons leurs principes de base, leurs expressions géométriques ou algébriques, les modèles de ville auxquels ils correspondent, et nous les analyserons sous le modèle conceptuel de stock et de flux. Les modèles présentés ici proviennent surtout de la théorie de la localisation et de l'économie urbaine, mais empruntent des idées à la biologie et à la physique. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'économiste Johann Friedrich von Thunen étudiait la logique de l'organisation des activités agricoles autour d'une ville ou d'un État. Pour lui, la ville est la seule de son État et contient toute autre activité qui n'est pas agricole. Donc, on n'imagine pas que d'autres activités se déroulent en dehors de la ville-centre. Von Thunen imaginait que les activités s'organiseraient en fonction des coûts de transport vers le centre. C'est-à-dire que les produits agricoles qui sont plus chers à transporter se cultiveraient plus proche de la ville-centre que ceux dont le prix du transport est moindre. Ce modèle a été adapté aux activités industrielles par Alfred Weber dans les années 20 du XXe siècle. Weber, aussi un économiste, se questionnait sur la logique de localisation d'une industrie P0 qui devait se situer par rapport à une ville, A3, où les produits dérivés seraient vendus, et deux sources de matières premières, A2 et A1, en optimisant les coûts du transport. Comme von Thunen, il imaginait que la ville était isolée sur son territoire et donc les facteurs externes ou topographiques n'étaient pas pris en compte. William Alonso, économiste et urbaniste, développe dans les années 60 une théorie générale de la localisation d'après un modèle de la formation de la rente foncière. Dans son modèle, les activités s'organisent de manière concentrique autour de la ville, centre marchand, dans le but d'optimiser le prix maximum du sol que les acteurs sont prêts à payer pour se situer à une distance minimale du centre-ville. Par exemple, les commerces sont prêts à payer plus cher pour être plus proches du centre, alors que les activités agricoles peuvent se permettre de payer moins cher et se localiser à l'extérieur de la ville, car leurs produits sont moins chers à transporter vers le centre et nécessitent plus de terrain pour la production. Les résidents se situent entre les deux, proche du lieu d'échange et des lieux de production. Alors que von Thunen et Weber s'intéressaient à une activité en particulier, le modèle d'Alonso cherche à situer les activités urbaines principales sur le même territoire. Revenons maintenant à nos modèles de ville. Même si les modèles économiques que nous venons de présenter ne font pas explicitement référence à une cosmologie, ils imaginent une ville statique sur un territoire homogène. Pour Shane, le modèle de von Thunen était un exemple de cette ville cosmique où tout s'organise autour d'un seul et unique centre. Le centre, ou cette enclave qui est le centre de l'échange et d'accumulation de la richesse, est dominant. Que le modèle tient compte d'une ou plusieurs activités, tout se positionne par rapport au centre. De plus, l'armature n'est pas dominant. On imagine que les produits ou les personnes prennent le chemin le plus court et le moins cher. Le vecteur est unique, avec tout qui se converge vers le centre. Le modèle de Weber est intéressant car la localisation de l'industrie tient compte de deux points d'accumulation qui ne sont pas le centre de la ville mais deux sources de matières premières, qui dans les autres modèles n'entrent pas explicitement dans le modèle. Néanmoins, vous remarquerez que, tout comme le modèle cosmique de la ville, l'interception, que ce soit hétérotopique ou autre, n'est pas prise en compte dans le modèle. Les flux, d'une source au lieu de production, se convergent vers le centre sans interruption. Si les modèles basés sur le travail de von Thunen comprennent la localisation des activités en fonction de leur rapport au centre-ville dominant, ceux élaborés séparément par le géographe Walter Christaller et l'économiste August Lüsch dans la première moitié du XXe siècle abordent la ville comme un système de place centrale. Le modèle de Christaller met la ville principale au centre, entourée de 6 villages périphériques. À l'intérieur de cette forme hexagonale s'organise une hiérarchie de lieux d'échange, de transport et d'administration. L'organisation reflète l'hypothèse que la population consomme ou vend des produits ou services dans le centre dédié le plus proche. Le modèle de la théorie des places centrales se base sur l'observation par des économistes de la distribution des villes dans le sud de l'Allemagne. Un groupe de sociologues, notamment Robert Park, Lewis Wirth et Ernest Burgess, ont dans les années 20 porté leur regard sur la ville de Chicago, aux États-Unis, et d'autres villes américaines, pour élaborer une théorie sur les mécanismes qui produisent la ville. Leur approche cherchait à comprendre l'organisation de la forme urbaine de la ville comme du point de vue de l'écologie. La population s'organise en communautés homogènes et autonomes,
et structure l'organisation interne des lieux de résidence et de travail, dans une logique de lutte pour la survie et de compétition pour des ressources limitées. Le géographe Yuval Portugali observe que la manière dont les économistes et les sociologues abordent la ville à cette époque emprunte beaucoup à la théorie de l'évolution, apparue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Même si les modèles des deux disciplines évoluaient de façon indépendante, ils partagent le même mécanisme, la compétition qui s'inscrit dans une dynamique d'équilibre. David Gramscian associe ces approches au modèle de la ville-machine. Certes, l'école de Chicago s'inspirait des dynamiques des espèces dans un milieu naturel, mais le résultat de ces dynamiques reste des enclaves homogènes et monofonctionnelles liées par des armatures, ou des systèmes de transport. Les armatures servent à relocaliser et trier la population afin qu'elle se stabilise. Notre modèle représente les mécanismes des modèles économiques et sociologiques comme un vecteur à deux sens. La population circule entre les enclaves qui tendent, elles, à se stabiliser et s'homogénéiser. C'est une logique de ressources naturelles ou de produits offerts qui s'accumulent. Les armatures, les chaînes de circulation, dominent cette logique car elles canalisent et focalisent le rapport entre les lieux de stock, les enclaves, qui s'organisent selon leurs interrelations. Alors que l'interception demeure absente dans les modèles économiques de Christaller et Loesch, elle paraît implicite dans les modèles des sociologues. L'école de Chicago imaginait que la logique de tri de la population suivait l'ordre dominant qui étaient les règles administratives. David Gramscian nous rappelle que la ville-machine exclut de la ville tout ce qui ne respecte pas cet ordre dominant. On peut imaginer que la lutte pour la survie nécessitait l'emprisonnement ou le retrait de certains membres de la société. D'autres se cachaient dans les speakeasies, par exemple pendant la Prohibition. Les armatures, suivant les lois, interceptaient ces membres déviants et les acheminaient ailleurs. Les modèles de ville cherchent à tenir compte des mécanismes qui aident à expliquer la logique de distribution de la population et de ses activités sur le territoire. Alors que nous avons vu des modèles qui lisent la ville à travers des logiques économiques ou sociales, d'autres s'inspirent de la physique ou de la chimie. Le modèle gravitationnel de la ville est particulièrement intéressant car il imagine la ville comme une surface d'accessibilité sur laquelle chaque lieu, ou cellule dans une grille, interagit avec les autres en fonction de sa masse ou de son degré d'attraction. L'interaction est aussi une fonction de la distance que nous pouvons comprendre comme le prix de se déplacer en temps ou en argent. Dans un tel modèle, les vecteurs s'organisent en un réseau et sont bidirectionnels. Contrairement aux modèles que nous avons déjà vus, les lieux d'origine et de départ, les enclaves, ne sont pas déterminés à l'avance. Cela nous permet d'imaginer que l'acte d'intercepter les flux s'explique par un degré d'attraction qui fait bifurquer les flux vers une autre enclave. Nous ne pouvons pas décrire cette bifurcation, nous n'avons pas de théorie autre que celui adapté de la loi universelle de la gravité. Nous ne savons pas pourquoi une déviation ou bifurcation existe. Mais le modèle gravitationnel est un exemple intéressant de modèle analytique qui peut s'appliquer à des processus différents. C'est aussi une des mesures, par ailleurs, que nous utilisons encore pour évaluer l'accessibilité et la centralité d'un lieu. Cette leçon a présenté plusieurs modèles spatio-économiques, leur expression géométrique ou algébrique, et les modèles de villes auxquels ils correspondent. Nous les avons traduits au modèle conceptuel de stock et de flux, ce qui rend explicite les différences entre les modèles. Les modèles avec comme point de départ l'état isolé de Van Thunen proposent un modèle de la ville cosmique qui suppose que tous les flux, que ce soit des personnes ou des produits industriels ou agricoles, convergent vers un point central, le plus souvent la ville-centre. Les modèles qui conçoivent la ville comme un système de place centrale et comme le lieu d'une lutte pour la survie offrent une vision de la ville-machine où les réseaux de transport structurent les enclaves monofonctionnelles. Enfin, nous avons vu qu'aucun modèle ne tenait explicitement compte des potentielles bifurcations ou interceptions de flux. Nous pensons que le modèle gravitationnel offre un point de départ, car au lieu de supposer un ordre dominant explicite, le seul ordre est la loi de la gravité. Cette idée d'ordre ou de modèle universel a été populaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans la prochaine leçon, nous verrons que cette manière archimédienne et quantitative d'aborder la ville sera fortement critiquée par plusieurs chercheurs mettant l'accent sur l'importance des analyses qualitatives. Rendez-vous à la prochaine leçon.